Europe 1. Il est 14h03 sur Europe 1, c'est la suite d'Europe 1 Info. Merci beaucoup Émilie, on se retrouve dans une demi-heure sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure des grands entretiens politiques. Et oui, nous sommes ensemble pendant encore une heure. Alors je recevrai dans une demi-heure Laurent Marcangeli, l'ancien ministre de la fonction publique et député Horizon de Corse du Sud. Mais tout d'abord, c'est Adrien Clouet, député La France Insoumise de Haute-Garonne, vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale, qui est en studio avec moi sur Europe 1. Bonjour Adrien Clouet. Bonjour et merci. Soyez le bienvenu. On va commencer évidemment par les prix à la pompe qui étaient au plus haut hier en raison bien sûr de la guerre au Moyen-Orient. Et il y a tout ce débat autour de la fiscalité de Total Energy. Alors écoutez tout d'abord le Premier ministre Sébastien Lecornu. Il est revenu sur cette polémique. Il était à l'Assemblée nationale. Total paye déjà des impôts. Je le dis pas. Non, mais on peut pas faire circuler des mensonges et des contre-vérités sur les réseaux sociaux en permanence. On peut avoir le débat sur est-ce que Total paye suffisamment d'impôts. N'allez pas dire aux Françaises et aux Français que Total n'en paye aucun. Enfin, ça s'appelle un mensonge. 2 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. On peut avoir le débat en disant est-ce que c'est suffisant, mais ne disons pas que c'est 0 euros. Au moment où on se parle, des Françaises et des Français finissent par croire que Total ne paye rien. C'est un mensonge et on vient abîmer le consentement à l'impôt de manière globale. Alors, Adrien Clouet, qu'est-ce que vous lui répondez au Premier ministre ? C'est un mensonge ? Quand on est Premier ministre... Parce que cette polémique a été aussi lancée par votre groupe. Oui, enfin, c'est pas une polémique, c'est une information. Parce qu'un Premier ministre devrait faire la distinction entre un impôt et une cotisation sociale. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, les impôts, c'est ce que vous payez qui va dans le budget de l'État, par exemple l'impôt sur le revenu, la TVA. Les cotisations sociales, c'est ce que vous payez sur votre salaire, qui finance les hôpitaux, la maladie, les retraites. Or, nous avons raison, et je le redis à votre antenne, Total ne paye quasiment aucun impôt en France. Ce que dit M. Lecornu ici, c'est qu'il nous compte les cotisations sociales payées sur les salaires. En fait, c'est les salariés cotisent. Oui, bien sûr, mais Total ne paye pas. Impôt sur les sociétés, zéro. Contribution exceptionnelle sur les entreprises qui font des super profits, zéro. Donc Total n'est pas une entreprise qui paye des impôts en France. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de s'en convaincre, c'est de regarder ce qui se passe chez les pays voisins. Alors qu'en Allemagne, Total vend 3 fois moins qu'en France, il paye 600 millions d'euros d'impôts. Il n'y a parce que la fiscalité sur les entreprises est différente, et bien parce sûr. Que peut-être les bénéfices aussi. Et puis, ou peut-être que les bénéfices sont différents en Allemagne pour Total. Non, ils en font plus, mais ils payent plus d'impôts en Allemagne qu'en France. Donc tout ça, en fait, nous rappelle une chose très simple, c'est que Total essaye dans chaque pays de gruger un petit peu, d'obtenir des remises, des cadeaux, des exonérations. Et en France, il n'y a que chez nous qu'on leur laisse tout passer. Bon, ça, c'est une question qu'on peut mettre de côté, parce que le sujet du moment, c'est moins faire payer des impôts à Total que de bloquer les prix à la pompe. Parce que dès lors qu'on bloque les prix, c'est Total qui est obligé de payer le différentiel. Mais c'est ce que j'allais vous dire finalement, au-delà des chiffres, au-delà des impôts et de cette polémique sur la fiscalité de groupe Total Energy, est-ce que finalement, là, dans ce contexte de guerre au Moyen-Orient, de crise pétrolière, de prix à la pompe qui augmentent, l'ennemi c'est Total ? Mais Total n'est pas un ennemi. En revanche, les actionnaires de Total sont un problème. D'abord, je rappellerai que la majorité des actionnaires de Total ne sont pas français, ils sont en Amérique du Nord. Mais je mets ça de côté. Aujourd'hui, Total a augmenté le prix de l'essence. Donc vous le savez, comme moi, à chaque fois que vous faites le plein, le trimestre dernier, les Françaises et les Français, ils ont en moyenne versé, enfin les conducteurs, ont versé 125 € à Total. C'est énorme, c'est 50% de plus que l'année d'avant. Pourquoi ? Parce que Total spécule. Total, je le dis bien, spécule. Le premier jour de la guerre, vous l'avez évoqué à l'instant, premier jour de la guerre, Total a augmenté les prix de la vente. Et pas du tout parce qu'il y avait moins de pétrole ou parce que ça avait été plus cher à approvisionner. Ils l'ont fait le premier jour avec du pétrole qui était déjà dans les stations depuis 1 mois. Donc, à chaque fois qu'ils ont l'occasion d'augmenter le prix, ils le font. Parce que c'est une grande entreprise capitaliste qui a comme mission numéro 1 de gaver malheureusement ses actionnaires. Donc, il faut l'empêcher de le faire. C'est une entreprise privée qui cherche à avoir des bénéfices. On n'est pas dans une société ou dans dans un pays collectiviste. Donc voilà, c'est pas une ONG humanitaire non plus. Et pourtant, en plus, ils ont fait un geste puisqu'ils ont plafonné les prix. Et donc, si les consommateurs, les automobilistes que nous sommes, on veut aller payer l'essence moins cher, on va où ? Chez Total Energy. Mais pourquoi ? Parce que la marge, elle ne se fait pas dans la station-service, elle se fait au moment du raffinage. C'est là que Total fait beaucoup d'argent. Vous voyez, il y a le brut qui est acheté directement là où c'est extrait, puis qui arrive au moment du raffinage. Là, Total raffine. Vous savez qu'il y a 6 stations de raffinage en France, notamment en majorité Total. Et après, ils vendent aux stations-service. Bon, ce qui se joue aux stations-service, c'est très peu.
c'est quelques centimes de marge. Là où il y a des dizaines de centimes de marge qui se jouent, c'est au moment du raffinage. Et c'est là que Total prend tout le monde à la gorge et permet de contrôler l'ensemble du secteur. C'est pour ça qu'il y a deux solutions qui s'imposent. D'abord, bloquer le prix à la pompe pour que Total soit obligé de faire payer, enfin en tout cas verser moins de dividendes, parce que je pense que c'est pas à nous tous et nous toutes de payer ici la spéculation de Total. Et deuxièmement, il faut que les raffineries en France soient nationalisées. Vu que c'est le lieu où s'opère le super profit, dès lors qu'il y a une crise quelque part, c'est là que, eh bien, on prend du 10, 15, 20 centimes au litre, ça doit être sous contrôle public, parce que c'est un monopole privé de fait. Mais ça marcherait. Il y aurait des bénéfices de nationaliser, ça a déjà été fait, ça se fait dans d'autres pays. Ah bah bien sûr, il y a beaucoup de pays au monde. Il y a beaucoup de pays au monde qui ont des raffineries qui sont publiques. Par ailleurs, en France, ça a longtemps été le cas. Bah, si vous allez, beaucoup de pays d'Amérique du Sud ont des raffineries qui sont publiques. Je pense au Brésil. Mais parce qu'ils sont producteurs de pétrole aussi, peut-être. Le Venezuela, ça se fait. Je ne sais pas si le Venezuela raffine, parce que le Venezuela a une crise pétrolière, vous connaissez, ils ont une société PDVSA, mais en fait qui a des capitaux mixtes, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais dans le cas de pays, on va dire, qui produisent, qui assurent et qui raffinent, eh bien, quand il y a un monopole de fait, eh bien, il y a un intérêt à ce que ce monopole privé soit sous contrôle public pour qu'on puisse directement piloter les prix. Une entreprise de service public finalement, tout ce qui est raffinerie et distribution de pétrole. Pour atténuer les chocs, vous voyez, c'est-à-dire que quand il y a un choc géopolitique, au lieu de reporter directement sur le conducteur, c'est au moment du raffinage qu'on ferait moins de profit. Et du coup, ça permettrait de lisser comme ça sur l'année et disons même de manière un peu structurelle sur le temps long. D'autant plus qu'une raffinerie, c'est ce qu'on appelle quelque chose de bifacial. Disons qu'il y a une infrastructure, on fait de la vapeur, de l'énergie, etc. Et donc, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que beaucoup de raffineries ne font rien d'autre que du raffinage pétrolier. Et donc, on a besoin que la puissance publique s'en saisisse pour pouvoir faire autre chose qui se fait déjà. Il y a la raffinerie de Grand Puy, par exemple, ou la raffinerie de la Med, sont des raffineries qui, grâce à l'argent public, ont produit d'autres types d'énergie et donc sont dans une bifurcation écologique. Et le seul moyen d'avoir et le contrôle des prix et la bifurcation, c'est la puissance publique. Mais justement, j'allais vous poser la question, Adrien Clouet, d'un point de vue de souveraineté et d'un point de vue écologique, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, au lieu de nationaliser des raffineries, essayer de sortir de notre dépendance aux hydrocarbures ? Mais c'est justement comme ça que ça marche. Prenez la raffinerie de la Med, par exemple, la raffinerie de la Med, qui est donc un site historique d'hydrocarbures. Maintenant, elle produit 500 000 tonnes d'huile végétale, elle produit du biokérosène, elle produira de l'hydrogène à partir de 2028. On a diversifié la production. Simplement, aujourd'hui, Total n'investit pas dans cette diversification sur les sites des raffineries. Parce que on les ferme. Ils investissent ailleurs quand même. Voilà. Ils ont changé d'ailleurs. Oui. Parce qu'on les ferme. La France est le pays d'Europe qui a le plus perdu de raffineries en l'espace de 15 ans. Pourquoi ? Eh bien pour créer une tension, pour créer une pression et pouvoir ainsi nous facturer encore plus cher à la fin. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut profiter d'avoir des salariés hautement qualifiés dans les raffineries, des capacités de production qui sont disponibles, une infrastructure qui a beaucoup d'usages différents et entamer cette bifurcation écologique. Je pense que la puissance publique est le mieux placée pour le faire. Par ailleurs, dans le même cas qu'ArcelorMittal, pour prendre un autre exemple d'une industrie qui a besoin de faire ce tournant écologique. Mais justement, Adrien Clouet, si on revient à la situation actuelle, avec, encore une fois, on est à la veille d'un pont de 8 mai, c'est rouge sur les routes, ça veut dire que ça va coûter très cher aux Français. Les gens d'embouteillage, ça va leur coûter bonbon à la exactement. Fin. Donc, on ne va pas forcément pleurer sur le sort de Total, mais eux, ils ont plafonné les prix. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre aussi la pression maintenant sur le gouvernement pour aider les Français ? Non, parce que... Bien sûr, pression sur le gouvernement, c'est pas moi, France Insoumise, qui vais vous dire qu'il faut pas mettre la pression, il faut la mettre tout le temps, surtout comme vous pouvez. Mais le sujet, c'est pas tellement qu'on prenne de l'argent public, parce que aujourd'hui, verser de l'argent public, par exemple, le RN et les macronistes qui disent qu'il faut indemniser les gens sur le prix à la pompe. Ça veut dire qu'avec nos impôts, on va payer pour que Total fasse des profits. Bon, c'est pas la bonne chose. Ce qu'il faut, c'est activer l'article 410.2 du Code du commerce qui permet de bloquer les prix à la pompe et dire ça va pas entraîner de pénurie. En tout cas, ça ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Je rappelle qu'on l'a fait par exemple en 89 à la Guadeloupe lors d'une catastrophe naturelle, 4 semaines de blocage. On l'a fait en 90 durant la guerre du Golfe, 5 semaines de blocage. Plein de pays le font, de la Thaïlande à la Grèce, en passant par la Corée du Sud, où on bloque le prix à la pompe. On dit prix maximum. Vous ne pouvez pas vendre au-dessus parce que sinon on considère que c'est de la spéculation et que les conducteurs n'ont pas à payer la spéculation. Donc on peut faire le blocage des prix, c'est important de le faire et le gouvernement devrait être responsable et engager ce blocage plutôt que de se balader. Mais ça serait pour tout le monde, ça serait pas seulement pour ceux qui en ont besoin. Parce que là le gouvernement dit on fait des aides ciblées justement pour ceux qui en ont le plus besoin, pour les gens qui utilisent le plus leur voiture ou qui sont le plus démunis. Mais tout le monde a besoin. Vous voyez, ça marche pas leur histoire. Ils vous disent alors c'est 30 km aller-retour qu'il faut faire par jour pour être éligible et être au niveau du SMIC. Mais quelqu'un qui a 1,2 SMIC et qui fait
35 bornes, il devrait qu'à mettre dedans. Ou quelqu'un à l'inverse, qui est au niveau du SMIC et qui fait que 25 km par jour, il devrait être dedans aussi. Vous voyez, plein de situations ne sont pas couvertes. Et puis, on nous dit, ça dépend du temps domicile-travail. Mais enfin, les gens qui vont chez le médecin, qui sont loin du lieu des courses, qui habitent de manière éloignée de leur famille, pourquoi eux, ils disent commerciaux, les gens qui bossent dans les transports, etc. Pour combien de temps ? Jusqu'à ce que la crise s'atténue. Nous, on propose de le bloquer à 1,70, c'est-à-dire le volume d'avant-crise, qui permettrait toujours à Total de faire des bénéfices aujourd'hui. Si on le mettait à 1,70, ils en feraient un peu moins, donc ils verseraient un peu moins d'argent aux actionnaires, et ça ne va pas me fendre le cœur. Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale et l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. On va revenir sur cette rave party qui a eu lieu près de Bourges. Et puis bien sûr, on parlera de la présidentielle de 2027. À tout de suite. 14h13, vous êtes bien sur Europe 1 et vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. 2h15 sur Europe 1, la suite des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et votre premier invité, Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne et vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. On va revenir sur ce qui s'est passé près de Bourges. Cette rave party, c'était le week-end dernier. La chef de file des députés LFI, que vous connaissez bien, Mathilde Panot, a fustigé la riposte du gouvernement face à cette free party. Elle était sur France 2, c'était il y a quelques jours. Nous trouvons complètement aberrant que la priorité politique des macronistes, à l'heure où il y a tant de malheurs dans notre pays, c'est de mettre des DJ en prison. Et on voit bien la logique de la politique répressive. Les free parties existent depuis les années 1990, qu'on laisse la jeunesse de ce pays tranquille et qu'on puisse organiser des choses. Ils avaient d'ailleurs, les organisateurs, proposé à la préfecture de trouver un lieu en commun. Ils avaient demandé des autorisations. Ces autorisations sont à chaque fois refusées. Donc on laisse la jeunesse tranquille de ce pays. On la laisse pas tranquille, Adrien Clouet, la jeunesse. On met des DJ en prison. C'est ce qu'ils veulent faire. Franchement, les macronistes, c'est vraiment des gros coincés, sur le coup. J'ai envie de leur dire, sortez un peu, allez vous amuser. Arrêtez d'embêter tout le monde. Mais est-ce que eux, là, les toughers, comme on dit, n'ont pas embêté les agriculteurs, les riverains, ce qui s'est passé pendant 3 jours? Vous les avez entendus, les déchets qu'il y a pu y avoir, les nuisances, qu'elles soient sonores ou au niveau des véhicules, les champs qui sont détériorés après le passage. Et puis, rappelons quand même que c'était sur un terrain qui était dangereux, avec des obus ou potentiellement des mines. Donc on est en train de nous dire qu'il y a des obus qui peuvent péter sur des agriculteurs? Non, dans un terrain militaire. Oui, mais du coup... les agriculteurs, c'était à côté. Oui, mais vous voyez, il y a les uns qui nous disent ça a détruit des terres agricoles, et les autres nous disent il y a des obus dedans. Pardon, c'est qu'il y a peut-être un problème général s'il y a des obus sur le territoire où les gens se baladent. Mais je mets ça de côté. Vous savez bien, c'est que le terrain militaire était avoisiné par des champs. Oui, mais le lieu où on parle des obus, qu'on nous raconte, c'est un lieu de promenade. Donc ça veut dire qu'on laisse les gens se promener là où il y a des obus. C'est quand même un vrai problème. Mais je mets ça vraiment de côté. Je veux dire, tout a été dit par la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot. Les organisateurs ont proposé, avec la préfecture, de trouver un lieu en commun. Ils ont demandé des réunions qui n'ont jamais eu lieu. C'est-à-dire, tous celles et ceux qui voulaient faire cette fête étaient prêts à aller n'importe où on les ignorait. Et quel est le but de la puissance publique dans ce moment-là? C'est que ça s'organise bien. C'est de discuter avec eux. Quelles sont les conditions qui permettent à tout le monde de s'amuser et de sécuriser le foncier à côté. Et là, comme souvent, c'est le coup de force. Je rappelle que même la Coordination nationale du son, donc, qui organise et qui structure un ensemble de réseaux qui organisent ce type de fête, a demandé un rendez-vous depuis maintenant plus d'1 an avec la direction de cabinet du ministère de l'Intérieur, qu'elle n'a toujours pas eu. Franchement, tout est fait pour que ça se passe mal. Et ça, c'est pas normal parce que ça met en danger les gens qui participent. Et puis, évidemment, ça met en danger les gendarmes et policiers qu'on envoie ensuite pour verbaliser tout le monde à la fin d'un festival qui aurait pu se passer dans d'excellentes conditions. Et qui d'ailleurs verbalise même les associations qui font de la santé sexuelle ou de la prévention des addictions. Donc, on crée toutes les conditions pour que ça se passe mal. Moi, c'est clair, je le redis, comme le disait Mathilde Panot, avec Jean-Luc Mélenchon, président de la République, on sera interlocuteur de toutes celles et ceux qui veulent faire des free parties et qui ont le droit d'avoir des gens qui leur parlent, qui discutent et proposent des terrains. Mais vous pouvez leur dire, par exemple, non, ce terrain-là, non, vous n'y allez pas, ce sera déclaré illégal si vous y alliez. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est le but d'une discussion. Mais vous comprenez bien que lorsque vous avez des milliers de gens qui se rassemblent, vous ne pouvez pas à la dernière minute leur dire ce terrain-là non et pas d'autre chose. Alors on leur dit quoi? On dit allez vous balader, chacun se promène sur la route nationale. Bon, il faut proposer quelque chose pour qu'on arrive à aboutir à un terrain d'entente là. Rien n'est proposé parce que ils veulent clairement criminaliser le phénomène des free parties. Moi je pense que ça doit se passer bien et que ça peut se passer bien si on respecte les uns les autres. Mais la France n'est pas le seul pays à durcir le ton. L'Italie l'a fait également. Oui, l'extrême droite de Mme Meloni l'a fait effectivement. Vous avez raison de le dire. Tandis que des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne, discutent avec les organisateurs de tel moment. On leur trouve toujours un espace qui est approprié et tout se passe toujours très bien.
Qu'est-ce que vous dites des incidents qui ont émaillé enfin, déjà, commençons par le positif. Qu'est-ce que vous dites de la victoire en demi-finale hier du PSG face au Bayern de Munich? Moi, je peux que féliciter, évidemment, à chaque fois que vous avez des footballeurs français, ou footballeuses, mais en l'occurrence footballeurs français. En l'occurrence, hier, c'était des hommes. En l'occurrence, des footballeurs, mais il ne faut pas oublier le sport féminin. À chaque fois, évidemment qu'on est derrière, à chaque fois qu'il y a un match à caractère international. Alors nous, en ce moment, on siège en hémicycle jusqu'à minuit, donc on n'a pas l'occasion trop de sortir voir les matchs. C'est sûr que ça suivait sur les téléphones. Alors, quelques-uns. Mais on est sur la programmation militaire en ce moment, donc on a des débats sur la défense nationale en même temps. Donc bien sûr qu'on peut que se réjouir, et puis c'est des grands moments de fêtes populaires. Et ça nécessite du coup aussi d'organiser l'accueil de cette fête populaire et d'encadrer le moment où les gens quittent le stade. Hier, vous étiez à l'Assemblée nationale. Quand vous êtes sorti place de la Concorde, vous avez vu les débordements? Alors moi, non. Franchement, j'ai rien vu. Mais vous n'avez pas vu peut-être c'est pas la même heure en fait. L'exposition, oui, peut-être, parce que l'exposition de Yann Arthus Bertrand, on a vu, après on en voit les images avec de ce mobilier, de ces photos qui ont été mises par terre, avec tout ce qu'il y a pu y avoir. Vous les condamnez, ces violences, ces incidents? Bien sûr, de toute façon, ça met des gens en danger. Ça met en danger, y compris les personnes qui venaient assister, les familles qui passent par là, les passants qui n'ont rien à voir avec le football, les personnes de sûreté publique qui sont envoyées, etc. Donc ça met tout le monde en danger. Bien sûr que moi, je pense qu'il n'y a pas de lien entre le fait d'avoir un beau résultat dans un match de football et le fait ensuite d'avoir des détériorations à l'extérieur, bien sûr. Est-ce que les policiers ont été assez fermes ? Je pense que ce n'est pas la question de fermeté, le sujet. Le sujet, c'est comment on fait pour prévenir ce type d'événement. Une fois que vous avez des gens qui occasionnent des destructions, c'est pas parce que vous leur mettez des condamnations plus fortes ou vous leur tapez plus fort dessus, ça va changer grand-chose. Ça peut pas dissuader ? Non, je pense pas que ça dissuade la violence de la riposte. En revanche, la question c'est comment on organise après un match de football pour que les gens se dispersent de manière convenable, qu'il n'y ait pas des attroupements à X ou Y endroit, voire même comment on fait là, il n'était pas en France, je rappelle, ce match, hier soir. Bien sûr, mais et voire même aussi, mais je veux dire, ça vaut pour tous les pays, parce que vous posez la question, parce que c'est une question, par exemple, qu'on a souvent en Allemagne et au Royaume-Uni aussi, comme pays qui ont les mêmes difficultés que nous là-dessus. Et comment on fait après pour aussi permettre d'avoir des espaces de célébration. Je pense que c'est important aussi que lorsque les gens ont fait la fête et qu'ils veulent la faire, ils aient des lieux où ils peuvent la faire. Et qu'on organise des espaces, d'ailleurs on revient un peu à la question. Mais oui, vous voyez, on en revient un petit peu à ce sujet. Comment on fait pour avoir des espaces où les gens peuvent se regrouper, qui sont sécurisés, qui sont organisés avec des associations, des gens qui ont des responsabilités par rapport à ce qui s'y passe et qui peuvent du coup canaliser. C'est parti de la fête. Moi je pense que... Mais oui, mais c'est important d'organiser ça de manière convenable, parce que du coup ça isole aussi les quelques-uns qui font des bêtises. Allez, venons-en maintenant à la campagne présidentielle. L'eurodéputé et vice-président de Place Publique, Raphaël Glucksmann, est revenu sur son refus de participer à une primaire de la gauche. Il était sur France 2 hier. Écoutez-le, je vous demanderai une réaction après, Adrien Clouet. C'est tout à fait logique qu'il y ait deux offres politiques qui s'affrontent. Quand il y a deux visions du monde qui s'affrontent. Il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner parce que je suis convaincu, et nous l'avons montré aux élections européennes, que notre ligne est majoritaire à gauche. On a fait 14% aux élections européennes. Pourquoi ? Parce qu'on a assumé une ligne social-démocrate, écologiste, viscéralement pro-européenne et attachée à la démocratie. Et oui, à un moment, il faut se mettre d'accord entre nous. Et à un moment, surtout, il va falloir répondre aux questions que se posent les Françaises et les Français. Et aujourd'hui, ils ne sont pas obsédés par la course de petits chevaux. Aujourd'hui, ils sont obsédés par le prix à la pompe. Quelle est notre réponse ? Quelle est notre réponse pour que les Françaises et les Français ne soient pas à ce point dépendants de la volatilité des prix du gaz et du pétrole ? Alors, la France Insoumise, votre parti propose à la gauche une campagne commune pour les élections présidentielles, puis législatives. Là, comme ça, à l'instant où on parle, ça paraît mal embouché. Il y a encore beaucoup de temps, vous savez, la réflexion, elle se déploie toujours dans le temps long. Mais j'écoutais à l'instant ce que disait François Hollande, Raphaël Glucksmann, pardon, on confond. Il a raison sur un point. Bien sûr qu'il faut s'intéresser à l'offre politique et ce qui est proposé. En l'occurrence, j'ai écouté son émission d'hier. Ce qu'il a dit, c'est qu'il était contre le blocage des prix de l'essence à la pompe. Voilà, il ne propose pas la même solution. Mais au moins, il y a un débat qui est clair. Vous voulez bloquer les prix de l'essence, vous votez Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez vous faire racketter 120 balles par trimestre, vous votez Raphaël Glucksmann. Donc visiblement, vous n'êtes pas d'accord sur beaucoup de points. Sur le fond, pourquoi proposer une campagne commune ? On l'a proposé à l'ensemble de la gauche, pas forcément mais il en fait partie. Oui, vite fait. Donc vous le proposez à l'ensemble de la gauche, disons mais à toutes les forces qui ont été dans le nouveau Front Populaire. Vous voyez, M. Glucksmann a toujours été contre, par ailleurs. Il a toujours été contre les alliances à gauche, il n'a jamais voulu nouveau Front Populaire, il a fait campagne contre. Au moment des élections municipales, il a réussi à perdre 100% de ses maires, c'est-à-dire en refusant les fusions avec la France Insoumise. Bon, le bilan, il parle pour lui. M. Glucksmann, il est très isolé, donc dans les il fait des sondages, plateaux, c'est très bien.
Il est derrière Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai qu'il fait de son mieux. Non, mais quand même, ça pourrait vous interpeller. Oh, ça m'interpelle assez modérément, parce que je pense qu'en campagne, il arriverait à être encore plus bas. On verra. Vous avez la dent dure contre lui en tout cas. Mais je reviens à ces propositions. Attendez, oui, moi je ne le connais pas, M. Glucksmann, j'ai pas d'avis personnel sur lui. Il est sans doute très sympathique, il n'y a pas de souci. On n'est pas d'accord sur le fond politique. Je trouve qu'il a un programme qui est très proche de ce que fait monsieur Macron et sur tous les sujets, défense nationale, essence, la question de la santé publique, à chaque fois il est d'accord avec Macron. Donc en fait, pourquoi il va aux élections en plus de monsieur Attal et Édouard Philippe, s'ils sont tous d'accord ces gens-là? Jordan Bardella disait que pour Jean-Luc Mélenchon, qui est donc dorénavant maintenant votre candidat officiel, tout à fait, sur le site Mélenchon2027.fr. Exactement, Jordan Bardella disait qu'il n'était pas un bon candidat à la présidentielle parce qu'il manquait de sang-froid. Mais écoutez, monsieur Bardella, je pense qu'il est un mauvais candidat pour tout, donc on va pas démarrer là-dessus. Non, mais on le connaît, on est habitué aux colères de Jean-Luc Mélenchon ou même à ses outrances. Est-ce que ça peut être un obstacle? Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a une très grande force, c'est que lorsqu'il dit quelque chose, c'est qu'il le pense. Et là, vous pouvez être sûr que lorsque Jean-Luc Mélenchon vous parle, il vous dit ce qu'il a sur le cœur. Il vous dit toujours comment il ressent les choses, comment il les voit. C'est le discours de l'honnêteté et de la vérité. Monsieur Bardella, c'est celui qui fait des rendez-vous secrets avec le patronat en disant la retraite, ça sera 66 ans. C'est celui qui, encore, on l'a appris là ce matin, dîner avec l'ambassadeur d'Allemagne le mois dernier en disant oui, on fera une politique d'austérité en France pour faire plaisir à Berlin. Donc monsieur Bardella, c'est celui qui prend des engagements avec tout le monde caché partout et qui après vient nous faire le sourire à la télévision. Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui vous dira toujours comment il compte gouverner le pays et il n'y aura pas de surprise avec lui. Maintenant, c'est aux gens de choisir. Il y a le parti de l'hypocrisie, monsieur Bardella, et le parti carte sur table, la France Insoumise. Est-ce qu'il y aura un duel LFI-RN? Est-ce que vous y croyez au second tour de 2027 dans un an? Moi, vous savez, on est prêt à avoir n'importe qui au second tour. Ce que je crois, c'est que nous serons au second tour des élections présidentielles. Évidemment, ce serait une bonne nouvelle que le RN n'y arrive pas. Ça serait une bonne chose. Je pense qu'on peut, dès le premier tour, battre le Rassemblement national. On n'est pas condamné dans ce pays à avoir des dirigeants politiques d'extrême droite qui travaillent avec tout ce que l'Europe compte de fascistes et de négationnistes et qui font la honte de notre pays par rapport aux pays voisins. Donc je pense qu'on peut effectivement les sortir dès le premier tour. Et si on arrive contre eux au second tour, on les pliera. Écoutez Gabriel Attal sur France Info ce matin, un duel LFI-RN au second tour, c'est hors de question. Il a expliqué pourquoi il envisage donc un accord avec Édouard Philippe. Ce qui rendra un rassemblement impérieux, c'est si effectivement il y a un risque de deuxième tour entre LFI et le RN. Moi, je ne veux pas ça pour la France. Je pense que ce serait catastrophique pour le pays, pour son économie, pour y compris le climat dans le pays. Et donc, il faut l'empêcher. C'est pour ça que j'ai proposé qu'il y ait un comité de liaison, une instance qui réunisse des représentants d'Édouard Philippe, des représentants de mon parti. On a tous les deux accepté cette idée-là, qui se réunissent, qui discutent, qui échangent. On comprenne bien ce matin, le moins bien placé dans les sondages se retirera s'il y a un risque Rassemblement national, LFI. Ça, c'est précisément ce qui est discuté dans ce comité de liaison qu'on a mis en place. C'est pas tranché. Il travaille sur le calendrier, il travaille sur les conditions dans lesquelles ce rassemblement serait absolument nécessaire, et il travaille effectivement sur ce qui se passerait dans ce cas-là. Est-ce que c'est les sondages? Est-ce que c'est une primaire? Je vous laisse répondre à Gabriel Attal. Adrien Clouet. Quand vous entendez M. Attal, les Françaises et les Français, tous celles et ceux qui nous écoutent, comprennent que le choix est clair. Est-ce qu'ils veulent que Jean-Luc Mélenchon batte le RN ou un macroniste? On est prêt aux deux.